Et on peut ne pas être d'accord, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors effectivement, au maximum du désaccord, il y a des guerres. Je le sais. J'ai commencé par ça dans ma carrière. J'ai fait le pire. Ce que j'ai vu de la guerre en Tchétchénie, c'est le pire de tout ce que j'ai vu dans toute ma carrière. Alors maintenant, on me dit, oui, que j'ai du caractère. Mais bien sûr, heureusement que j'ai du caractère, parce qu'avec tout ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu pire que ce que j'ai commencé par voir il y a 20 ans. Et je dis aujourd'hui que c'était une chance, parce que ça m'a justement aguerri, pour moi, ma propre vie privée. Parce que aujourd'hui, je peux avoir que du mieux, si vous voulez. Ce que j'ai vu en Irak n'avait rien à voir. L'Irak, c'est un pays bien plus grand. Donc, au niveau des bombardements, c'était pas du tout le tout petit pays sous un tapis de bombes russes, parce que le théâtre des opérations, comme disent les militaires, était bien plus limité. Donc, comme il était plus limité, il y avait plus de dégâts. Quand on bombarde de façon aérienne un grand pays en superficie, comme l'Afghanistan ou comme l'Irak, la journaliste que je suis ne peut pas être à l'endroit du bombardement à chaque fois qu'il existe. Tandis qu'en Tchétchénie, c'est beaucoup plus facile. Donc, l'impression du huis clos, de la fermeture, de la descente aux enfers du pays en guerre est plus forte. Anne Niva, permettez-moi de commencer par votre papa. Avec plaisir. Parce que pour les Russes, oui, Georges Niva, c'est une icône. Et vous n'avez rien de russe en vous. Non, dans notre famille, la famille de mon père et de ma mère, il n'y a pas une goutte de sang russe. Parce que moi, je pensais qu'en plus, Niva, avec la prononciation phonétique, c'est... voilà, désolée de vous décevoir, mais c'est une famille de Français qui aiment profondément la Russie. Quel est votre lien avec la Russie? Il y en a un où... Ah, mais mon lien avec la Russie... C'est très clivant. En premier lieu... Ah, clivant, ça m'est totalement égal. Moi, je ne fais pas ma vie en fonction de ce qui est clivant ou pas clivant. Ce qui est important de savoir, c'est que je pense que je n'aurais jamais eu le lien que j'ai avec la Russie si je n'avais pas eu les parents que j'ai. Ça, c'est très important. Parce que j'ai mon père et ma mère, tous les deux, qui se rencontrent, parce que ma mère arrive à Toulouse pour remplacer mon père, jeune professeur, tous les deux, bien avant ma naissance, et professeur de russe. Et ensuite, quand évidemment je nais, je grandis, puis j'ai un frère qui a 2 ans et demi moins que moi, j'entends mes parents parler russe, souvent. Entre eux. Entre eux, oui. Entre eux. Quand ils ne voulaient pas, par exemple, qu'on comprenne ce qu'ils disaient, des petites cachotteries, ça nous faisait rire. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'Université de Genève, puisque j'ai grandi à la frontière côté français, que mon père allait à Genève donner ses cours à l'Université des Lettres. Et là, il amène à la maison, souvent, des dissidents, des auteurs de livres, des poètes, des Bulat Okudjava, énormément de monde. Alors évidemment, je suis petite, je ne me rends pas bien compte, mais j'ai quand même des souvenirs que ça m'excitait beaucoup et que j'entendais parler cette langue si chantante, si merveilleuse, que mes parents parlent merveilleusement bien. Et je crois que ça m'a vraiment donné très envie, ça m'a attiré vers la Russie très vite. Mais vous voyez, ça a marché avec moi, mais pas avec mon frère, moins avec mon frère. Parce que mon petit frère, je pense qu'il en a eu vraiment marre que sa sœur, son père, sa mère soient complètement obsédés avec la Russie. Et moi, j'ai fait une partie de ma vie en Russie. De profession, vous êtes journaliste. Mais vous êtes grandi dans une atmosphère de la dissidence. Pour moi, être journaliste, c'est suivre une ligne politique, soit d'un État en entier, soit d'une chaîne de télévision, soit d'un magazine. Comment vous situez? Vous êtes journaliste politique et donc speakerine du gouvernement, ou vous êtes une dissidente et auquel cas vous n'êtes pas journaliste? Parce que... Mais dissidente par rapport à quoi? On est toujours dissident par rapport à quelque chose. Je vais essayer d'expliquer... Par rapport à un système, vous voulez dire par rapport au système? En Union soviétique et en Russie,
la profession d'un journaliste politique, à mon avis, n'a jamais existé. Parce que la politique... En RSS, il n'y avait pas de journalistes, c'était des propagandistes. Oui, mais même aujourd'hui, Navalny, c'est pas un journaliste, c'est un dissident. Et personne n'a jamais dit que Navalny était journaliste. Je vais essayer de m'expliquer. En Russie, il y a une profession dissident. On peut être écrivain, mais dissident, musicien, mais dissident. En fait, c'est une façon de réfléchir. Quand vous êtes journaliste, vous êtes obligé de suivre une ligne politique de telle ou telle chaîne, pour ne pas dire d'un gouvernement. Donc vous êtes tout sauf un dissident. Mais ça, une fois de plus, je vous laisse vos propos. C'est vous qui me qualifiez de dissidente. Je ne comprends pas tellement ce que vous voulez dire. Moi, je suis qui je suis. C'est-à-dire, je suis une femme indépendante qui a persévéré dans cette indépendance depuis le départ, depuis le début de sa carrière. Et qu'effectivement, qu'il est difficile de mettre dans une case et qu'elle se limite à cette case. Si c'est ça que vous appelez la dissidence, oui. Oui. Alors d'accord. Mais en fait, si vous voulez, peu importe qu'on m'appelle journaliste, dissidente ou quoi que ce soit d'autre. Moi, ce qui m'importe, c'est pas ce qu'on juge de moi, c'est mon travail. Il faut me juger sur mon travail. Pas sur mon physique, ma personnalité, la femme de qui je suis, la fille de qui je suis, etc. Quel âge j'ai, si j'ai un pantalon en cuir, ou etc. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est le travail que je fais et que je fais depuis maintenant plus de 20 ans. Et quand on regarde ce travail, je crois qu'on peut percevoir une certaine ligne. Justement, et évidemment, dans cette ligne, il y a l'amour de l'étranger. L'amour de l'autre, l'autre avec un A majuscule, c'est-à-dire celui qui n'est pas soi-même, celui qui est différent. J'ai toujours eu cette curiosité qui m'a été inculquée par mes parents, ça j'en suis absolument sûre. Et que j'ai, même quand j'habitais en Russie, puisque j'ai habité en Russie pendant 10 ans d'affilée, que j'ai toujours cultivé. Parce que, étant basée à Moscou, je bougeais de Moscou. Et j'allais dans des pays où j'aurais pas été si je n'avais pas été basée à Moscou. Par exemple, tous les stans, tous les Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, etc., etc. C'est pour ça, et c'est grâce à ça que finalement je suis arrivée en Afghanistan. C'est parce que je m'intéressais à l'extrême-orient russe et donc aux républiques d'Asie centrale ex-soviétiques que j'ai osé descendre en traversant le fleuve Amour sur une péniche, d'ailleurs, je me souviens, sur une barge, passant de la rive nord, glissant vers la rive sud, que je suis arrivée en Afghanistan. Je ne suis pas sûre que je serais allée en Afghanistan si je n'avais pas eu cette proximité avec la Russie. Vous voyez, je tire un fil. Pour moi, il y a une logique dans tout ce que je fais. Et on arrive jusqu'à mes années de France, qui sont les années actuelles, où j'essaye de comprendre la France de la même façon que j'ai essayé de comprendre la société russe, la société afghane, la société irakienne, la société tchétchène, bien sûr. Pour moi, tout ça, c'est lié. Si vous voulez, ce sont des... les différences, bien sûr, elles existent dans les systèmes politiques, dans les idéologies des uns et des autres. Mais les êtres humains sont les mêmes, au fond. Ce sont les mêmes. Et moi, ce que j'aime, c'est raconter leurs histoires. Mais pour raconter leurs histoires, il faut que j'aille les voir. Je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas romancière. Quand je suis venue dans les années 90 à Paris et que je travaillais à la télévision française, il y avait une chose qui m'a marquée. Les journalistes de guerre, les reporters de guerre étaient essentiellement des femmes. Où sont passées, où sont disparues ces femmes-là? Aujourd'hui, un journaliste de l'étranger, si ça existe encore, j'ai l'impression que la France ne s'intéresse qu'à elle-même et à son nombril. Donc si on est un journaliste de l'étranger, on ne sort pas du studio de télévision. Comment vous vivez ça? Vous devez comprendre que le choix que j'ai fait il y a plus de 20 ans, qui était un choix osé à l'époque, qui était justement de ne pas rentrer dans une rédaction, de ne pas faire toute ma carrière, année après année, dans une rédaction, eh bien, c'était le bon choix.
J'étais pas sûre, peut-être, j'étais pas sûre au début. Ça s'appelle tout simplement journaliste indépendante. En anglais, on dit freelance. En français, on dit journaliste pigiste. C'est-à-dire que je suis une journaliste, comme d'autres journalistes en France, qui n'est pas employée uniquement par une rédaction. Je n'ai pas de salaire fixe d'une rédaction. Ce qui oblige, en quelque sorte, à toujours rester à l'affût, toujours aller voir. Parce que si je ne vais pas voir, si je ne travaille pas, eh ben je ne suis pas payée. Donc pour gagner ma vie, il faut pas que je m'assoie sur mes lauriers, que je sois à mon bureau en me disant j'ai mon salaire à la fin du mois. Donc finalement, peu importe la façon dont je pratique mon métier. Il y a encore des reporters en France, bien sûr qu'il y en a. Mais le problème, c'est pas tout à fait cela. Le problème, il est plus global. C'est celui du système de l'information en général dans le monde occidental, et pas que en France, et la montée d'autres médias qui sont concurrentiels et qui prennent aujourd'hui beaucoup de place. Et qui donc du coup enlève de la place dans le temps d'attention disponible de ceux pour qui tous nous parlons aujourd'hui, où j'écris des livres, etc. C'est pour le public. Mais le public, il reste, malgré toute la modernité du monde, il reste que 24 heures. Toujours, il restera 24 heures dans nos journées. Et on ne peut pas être tout le temps en train de regarder les médias. On a des vies, etc. Donc, tout le monde se concurrence. Il y a une concurrence exacerbée pour obtenir cette attention, puisqu'il y a une multiplicité de vecteurs médiatiques. Moi, je continue mon chemin, tout simplement. Que ce soit le livre, que ce soit la bande dessinée, que ce soit la télévision, je vais là où mon envie me porte, en sachant toutes les limites que vous avez exposées, mais elles ne me concernent pas. Je fais avec. Dieu merci, je ne me suis pas fait employer par une quelconque rédaction parce que je pense que j'aurais été très malheureuse. Je pense. Anne, peut-être que vous avez remarqué que notre sous-sol du globe est consacré entièrement à la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un 9e art, comme on dit ici, mais en Russie, c'est un art qui est complètement méprisé. Les Russes disent qu'après la BD, il n'y a que la porno. Ce qui m'intéresse triplement avec vous, c'est que d'un côté, vous faites un texte politique assez incorrect politiquement et vous choisissez la forme de bande dessinée. Pourquoi cette forme un peu pas sérieuse, hein, si j'ose dire, pour un thème de la guerre en Tchétchénie? Pour moi, ça n'est pas un art mineur du tout. C'est un art parmi les autres arts. Et une fois de plus, je vous le répète, pour moi, peu importe le vecteur, ce qui importe, c'est le contenu, le message. Moi, je suis une obsédée du message. Oui. Ce qui m'importe, c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message. Alors, comme ça fait longtemps que je suis dans les médias, je vois bien l'évolution technologique. On vient d'en parler. Et puis, pourquoi je resterai toujours sur le même vecteur médiatique, c'est-à-dire l'écrit? Moi, j'ai commencé par l'écrit, et l'écrit reste mon socle. Là, je suis en train d'écrire un nouveau livre sur la France. Donc, je continue l'écrit, mais j'aime aussi l'image. Je suis très attirée par l'image, par la puissance de l'image, parce que quand on va avec des caméras sur des terrains et qu'on montre ce qu'on a vu, c'est fort. Indéniablement, c'est fort. Et cette puissance, je ne pouvais pas passer à côté. Eh bien, la bande dessinée, c'est exactement ça. C'est fort aussi, parce qu'il y a l'image. Parce qu'il y a la poésie du dessin, la force, la puissance du dessin. J'ai mis beaucoup de temps pour terminer cette bande dessinée. Entre le tout début, quand on a eu l'idée, avec mon co-scénariste, Jean-Marc Thévenet, et la fin, il s'est passé 8 ans. Bon, c'est aussi parce qu'on avait beaucoup de travail l'un comme l'autre. Mais il a fallu trouver le dessinateur. Il a fallu que je puisse partager avec ce dessinateur comment moi je voyais les choses. Parce que cette bande dessinée, c'est l'histoire de Nina, une jeune femme journaliste, et de 2 combattants, Mahmoud, qui lui vient de Tchétchénie,
qui fuit sa guerre pour arriver en France, où d'ailleurs il n'est pas accueilli, et un autre qui s'appelle Abdel, qui est un Français, qui lui fait le chemin inverse. Il veut partir de France pour aller dans une guerre, pour devenir combattant, faire le djihad en Irak. Et en fait, Nina, elle joue son rôle d'intermédiaire, qui selon moi doit être le rôle du journaliste. Mais tout ça, je voulais quand même que ça soit réaliste. Vous comprenez, je ne voulais pas que ça soit une bande dessinée fausse, qui montre mal les choses. La plupart de ce que je mets en scène dans cette bande dessinée, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc il fallait que je puisse transmettre ça au dessinateur, pour que son dessin ne soit pas faux. Donc ça a été pour moi formidable de travailler avec quelqu'un beaucoup plus jeune que moi, qui n'a pas du tout la même expérience que moi, qui n'avait pas lu mes livres, qui n'avait pas un intérêt particulier pour la Russie, la Tchétchénie, l'Irak, et qui devait sentir tout ça pour le transmettre. Et là, je trouve que c'est réussi. Et ça, pour moi, c'est une grande force, parce que son regard à lui, qui se traduit par du dessin, ajoute quelque chose à mes messages. À mes messages que je passe depuis déjà quelques années par l'écrit. Vous voyez? Donc en fait, c'est juste une façon supplémentaire de m'exprimer. Anne, quand vous parlez de vos textes, vous dites que vous cherchez toujours à faire passer des messages. Votre bande dessinée sur la guerre en Tchétchénie commence par un dialogue de deux protagonistes de votre connaissance de cette guerre. L'un s'appelle Mahmoud, l'autre s'appelle Abdul, je pense. L'un demande à l'autre « Hé, on est là en Nice, on est presque comme en Tchétchénie ». L'autre répond « Non, pas encore ». Est-ce que c'est un message codé? Non, ça c'est plutôt... Non, je ne suis pas en train de dire que Nice va devenir tchétchène, bien sûr que non. Mais Nice est la première ville de France au niveau de la population tchétchène. Je ne savais pas ça. Mais moi, je n'ai pas d'explication. Je ne suis pas là pour donner des explications. Je suis là pour aller chercher les faits. Je pense qu'une des explications, c'est que la Côte d'Azur, en général, a toujours été très prisée par les Russes, hein, depuis plusieurs siècles. Vous le savez, les lieux de villégiature... et que finalement, même si Russes et Tchétchènes se sont combattus en Tchétchénie, eh bien, sur la Côte d'Azur, en France, ils peuvent se croiser, ils se croisent. Les uns possèdent des maisons, parfois très grandes, pour lesquelles ils ont besoin d'agents de sécurité. Et qui embauche-t-il comme agent de sécurité? Ces Russes, eh bien, de préférence des Tchétchènes. Parce qu'ils ont davantage en commun avec les Tchétchènes qu'avec un Français qu'ils ne connaissent pas. Donc, vous voyez, ça, c'est une question de valeur, non pas nationale, puisqu'évidemment, la Tchétchénie et la Russie sont différentes, mais historique. Et ça, je l'avais aussi précédemment écrit dans mes livres, c'est-à-dire qu'entre le centre Moscou et sa périphérie, et ses anciennes républiques soviétiques, il y a, qu'on le veuille ou non, un passé soviétique. Et ce passé soviétique, moi qui ne suis pas russe, j'ai vécu en Russie, j'ai commencé à vivre en Russie à partir du milieu des années 90, donc c'était le début de ce qui se passait post-les Razvala, Sovetskoye Soyouz, après la dislocation de l'URSS. Et donc, j'ai ressenti tout ça, très fortement, ce qui liait encore énormément toute cette zone géographique. Et alors, bien sûr, aujourd'hui, tout change, parce qu'on est à près de 25 ans passés. Mais il fut un temps où le russe était encore la lingua franca, parlée entre, par exemple, un kazakh et un tadjik, parce que c'est pas l'anglais, c'est le russe qui est leur langue commune. Même si, aujourd'hui, ce sont les langues de chacun des pays qui priment, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des évolutions extrêmement intéressantes à observer, et c'est ça mon métier. Votre héros parle des frontières qu'il ressent en France, des frontières invisibles.
Oui, alors ça, c'est Abdel qui le dit à Mahmoud. Oui, effectivement, c'est le français. Je dois vous dire que ça fait 35 ans que je vis en France. Je ne suis pas tchétchène, je suis russe. Je n'ai jamais su traverser ces frontières invisibles jusqu'à ma famille française. On me laisse passer jusqu'à un certain moment. Et après, il y a une espèce de checkpoint Charlie derrière lequel je n'ai plus droit d'exister. À votre avis, ces frontières invisibles derrière lesquelles on ne vous laisse pas passer plus loin, cette espèce de checkpoint Charlie qu'on construit autour d'un étranger, tout en parlant de l'ouverture de ce pays pour d'autres cultures, c'est qu'en France que ça se passe comme ça? C'est un problème français? Je ne suis pas sûre que ça soit que en France, mais il est clair que le peuple français a une identité complexe et que beaucoup des problèmes liés à cette identité qu'on a pu percevoir ces dernières années montrent que justement, sur la définition de qui se sent français, de qu'est-ce que ça veut dire, on devrait avoir des débats que nous n'avons pas. Tout cela est extrêmement politisé, extrêmement idéologisé, et du coup, il y a des souffrances de part et d'autre. Donc moi, j'ai voulu appuyer là où ça fait mal. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Par juste une case dans laquelle, effectivement, Abdel dit ça à Mahmoud. Il lui dit qu'il a l'impression qu'il n'arrive pas à devenir quelqu'un chez lui, ici, en France. Mais je pense que c'est un problème dont on devrait parler. Le mal-être, les malaises qui existent en France. J'évoquais ce livre que je suis en train d'écrire sur la France, qui est en fait la suite d'un premier livre que j'ai publié en 2017 qui s'appelle « Dans quelle France on vit ?», qui évoquait déjà ces malaises. C'est-à-dire que c'est justement parce que je suis revenue de la guerre en Tchétchénie, de la guerre en Syrie, de la guerre en Irak, de la guerre en Afghanistan, que je rentre dans mon propre pays, celui dont je possède le passeport, celui où je suis née, et que je me rends compte que dans mon pays où il n'y a pas de guerre, de la même façon qu'il y a ces guerres ailleurs, des guerres militaires, des guerres où on ne peut plus vivre parce qu'on a la possibilité de mourir à chaque instant, parce que c'est ça la vraie guerre. Mais on utilise ce mot à tort et à travers. On utilise ce mot à tort et à travers, et surtout on ressent des malaises qui sont en fait du non-dit, des thèmes dont on a du mal à parler. Ce qu'on peut appeler le politiquement correct, le journalistiquement correct, et qui amène certains à commettre certains actes. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette bande dessinée aussi, pour que l'on puisse débattre de tout cela. Mais on a beaucoup de mal. Très gentiment, vous avez accepté de faire la préface pour un livre que j'ai édité et qui s'appelle « Je suis tchétchène ». Oui, c'est un livre magnifique. Tout d'abord, merci beaucoup. Et une question. Même aujourd'hui, dans un contexte où les Tchétchènes ont une image assez mauvaise dans la presse, il y a dans la population une certaine sympathie envers eux. En revanche, les Russes restent toujours en marge. Que ce soit les Russes de l'Empire, les Russes de l'Union soviétique ou les Russes de la Nouvelle-Russie, nous, les Russes, on n'a pas cette sympathie aux yeux des Français. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que les médias fonctionnent sur l'ultra-immédiat. Et dans l'immédiat d'aujourd'hui, du XXIe siècle, et depuis un certain nombre d'années, c'est Vladimir Poutine qui occupe l'imaginaire des Français. Et de la personnalité, de ce qu'ils perçoivent à travers les médias de Vladimir Poutine, découle une relation avec la Russie. C'est sans doute pour cela. Souvenez-vous, Trump, bon, il n'est plus là. Mais quand il était au pouvoir aux États-Unis, ça modifiait l'image qu'avaient les Français des États-Unis.
Donc, et ça m'agace beaucoup. Il y a une forte tendance à juger hâtivement un pays ou son peuple à travers uniquement ceux qui le dirigent. Ouais, souvent, d'ailleurs, j'ai écrit ce livre, que je vois là, hein, Un continent derrière Poutine. Combien de fois, quand j'ai parlé de ce livre dans les médias, on m'a dit... je sentais que mes interlocuteurs avaient du mal à saisir vraiment que le peuple russe est très différent de son dirigeant. Alors évidemment, il y a des gens qui sont pro-Poutine, il y a des gens qui sont anti-Poutine. Comme en France, il y a des pro-Macron, des anti-Macron, comme c'est le cas partout. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qui sont les Russes. Comment se sentent-ils dans leur pays? Comment se voient-ils eux-mêmes? Comment évoluent-ils? Moi, en tant que jeune journaliste débutante à l'époque, quand je venais d'arriver en Russie et que j'étais correspondante et que la guerre en Tchétchénie a commencé et que j'y suis allée parce que c'était sur le terrain russe, c'est ça qui m'intéressait. C'était essayer de saisir le peuple russe et pas uniquement les dirigeants. Mais ça, c'est un travers journalistique commun à beaucoup de pays, vous voyez, de toujours tout voir à travers le prisme politique de l'État ou du système étatique. Moi, j'ai peut-être une autre obsession, un autre biais, qui est celui de toujours voir par le prisme du peuple, par le prisme des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Ce qu'il y a d'humain entre nous. Vous savez, j'ai des gens qui ont lu cette bande dessinée et qui... parce que les médias sociaux, ça peut être terrible, mais c'est aussi formidable parce qu'on a des retours plus rapides de gens qui, au lieu de vous écrire une lettre, vous trouvent sur Instagram, sur Twitter, etc., et qui vous donnent une réaction. Et ils me disent, on aurait voulu lire 400 pages, c'est une leçon d'humanité, ce livre nous rend plus humains. Oh, mais ça, c'est merveilleux pour moi, parce que c'est bien un des messages que je voulais montrer, c'est qu'en dépit, justement, des stéréotypes que les uns ont sur les autres, les Français sur les Russes sur les Français, les Russes sur les Tchétchènes sur les Russes, etc., etc., il n'y a qu'une chose qui compte, ce sont les rapports humains. Et les rapports humains, il faut aller les chercher. Moi, c'est mon métier, en tant que journaliste. Et ça n'est pas un effort, vous l'aurez compris, c'est ce que j'aime faire. Mais aujourd'hui, ce qui m'attriste un peu, c'est que chacun se renferme sur lui-même. Il n'y a pas besoin d'être... c'est pas journaliste ou pas journaliste. Il y a évidemment, avec le Covid, c'est encore pire. Mais cette tendance au repli sur soi et donc au manque de curiosité envers l'autre est pour moi mortifère. On ne peut pas continuer à vivre tous ensemble sur cette planète sans s'intéresser les uns aux autres. Alors évidemment, il y a la notion de respect. Moi, j'ai respecté quiconque j'avais en face de moi. Que ce soit un combattant tchétchène, que ce soit un type de Daesh, que ce soit une babouchka qui balaye dans les... j'ai le souvenir, là, en vous parlant des boîtes de nuit de Moscou au début des années 90, où il y avait encore les babouchkas qui étaient là, qui balayaient par terre pendant que tout le monde dansait. Et moi, j'étais là et je me penchais vers elles et je les interviewais parce pour avoir une meilleure retraite, pour avoir un peu plus d'argent. Le même respect envers tout le monde, pour pouvoir tout simplement recueillir le récit de la personne et le transmettre. Parce que c'est ça, être journaliste. Et c'est ça que fait Nina. Et c'est là aussi que j'appuie sur un autre moment où j'aime bien appuyer, c'est que chacun doit rester à sa place. Le journaliste reste journaliste. Le politique reste politique. Le communicant reste communicant. L'artiste reste artiste. Il n'y a pas de mélange des genres. Or, on est dans un mélange des genres qui fait que tout le monde confond tout et que la parole a moins de valeur. Oui. Mais ça ne va pas nous aider à bien vivre. Parce que pour continuer à vivre, la tête haute, en ayant le courage de se regarder tous les soirs dans la glace et de ne pas avoir honte de ce qu'on est, eh bien, il faut continuer à se poser des questions les uns sur les autres. Anne, j'ai appris quelque chose grâce à votre bande dessinée, que
les Tchétchènes ne sont pas admis à la Légion étrangère. En fait, votre héros raconte son désir de se faire intégrer en allant combattre dans la Légion étrangère. Et comme il y a beaucoup de Russes là-bas, les Tchétchènes, eux, sont quasiment interdits. Tout d'abord, d'où vient cette information? Est-ce que c'est vrai? Ce que j'ai décrit dans ce livre est vrai sur cet épisode-là. Parce que cet épisode-là, il m'a été raconté par quelqu'un de confiance et ce qui m'a été dit a été confirmé par des très hauts gradés de la Légion étrangère. Donc c'était à une époque précise. Je ne peux pas vous dire si c'est la même chose en 2021. Mais c'est aussi quelque chose d'humain, qui montre quelque chose d'humain. C'est ça qui m'intéresse une fois de plus. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. Il y a évidemment le fait que quand on arrive, quand on a passé l'étape et qu'on arrive à l'étape orale à la Légion étrangère, on est obligé, qui que l'on soit dans le monde, d'être en face à un locuteur de sa langue. Donc évidemment que ce sont des Russes qui sont ceux qui font passer cet examen pour tout l'espace ex-soviétique. Parce qu'il n'y a pas un ouzbek, etc., etc. Donc on revient à la domination de la langue, comme on disait tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que ce combattant tchétchène avait eu envie de rentrer à la Légion étrangère pour pouvoir, comme moyen d'intégration à la France. Parce que ne l'oublions pas, la Légion étrangère est un moyen d'intégration exceptionnel pour devenir français. C'est une machine à intégrer. La Légion étrangère est un monde militaire en soi, à part, qui est très intéressant. Mais moi, j'avais été fascinée de voir à quel point ce jeune Tchétchène avait voulu être reçu et à quel point, évidemment, il avait été déçu. Tout ça, ce sont des informations qui construisent une histoire vraie, qui est l'histoire humaine des relations entre la Russie, la Tchétchénie, la France. Il n'y a pas de vérité avec un V majuscule. Ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui porte une vérité. Dans votre BD, vous dites que vous adorez les peuples qui luttent pour leur indépendance. C'est Nina qui le dit. Oui. Et Nina ne dit pas forcément tout ce que moi je dirais. D'accord. Alors, comment Nina coïncide avec Soyons tous européens? Soyons tous européens. Dites-moi comment ça coïncide avec aujourd'hui ce désir de ne plus avoir de frontières, de devenir européen. Vous préférez les Européens ou les Corses? Non, mais là n'est pas la question. Je peux pas vous suivre dans cette comparaison. Nina parle très précisément dans cette bande dessinée du combat pour l'indépendance d'un peuple qui est le peuple tchétchène. C'est tout. Il n'y a pas de... Nina n'est pas une femme politique. Et moi non plus. Vous savez, si j'avais eu envie de faire de la politique, j'en aurais fait. Sans doute. Je n'ai donc pas envie. Bravo d'avoir choisi. Pas du tout envie. Moi, j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime faire. C'est-à-dire aller en Russie, si je veux, en Tchétchénie, en Alaska, dans des pays plus ou moins quand même dont je parle la langue. Je préfère, parce que d'abord, j'aime les langues. Et quel bonheur de parler directement sans traducteur. Vous en parlez combien? Je parle le russe, je parle l'anglais, je parle l'italien, je parle le français évidemment, je parle l'allemand et je parle ça va, hein, ça fait également le tchèque un peu et l'arabe un peu. Wow. Non, je suis polyglotte, mais pour moi c'est capital, parce que c'est une grande liberté. Comment voulez-vous que je fasse mais j'aurais jamais réussi à faire ce que j'ai fait en Tchétchénie ou au fin fond de la Russie si j'avais pas parlé russe. Oui. Mais j'aurais même pas eu envie d'y aller. Oui. Moi, je trouve ça très difficile de ne pas parler la langue du pays qu'on essaye de comprendre. Vous êtes une femme tellement belle, tellement sexy. Comment vous arrivez à exister et à vous faire admettre
Comment vous faites dans un monde oriental où il faut se voiler Non, c'est bien de se voiler, c'est très très bien. Comme ça, personne vous voit et vous pouvez passer inaperçu. Vous aimez ça? Quand c'est mon métier. Quand j'en ai besoin pour mon métier, oui. C'est-à-dire, par exemple, en Afghanistan, j'étais sous une burqa. Donc évidemment, sous la burqa, on est complètement caché, dissimulé. Mais ça m'arrangeait. Parce que si on m'avait vu, on aurait pu comprendre que je n'étais pas une femme locale et j'aurais donc été en danger. J'ai souvent dit que ma façon de m'adapter aux vêtements locaux était pour deux raisons essentielles. Un, le respect des us et coutumes locaux, parce que bien évidemment, je ne vais pas arriver en Tchétchénie ou en Irak avec un décolleté ou manches courtes. Ça me paraît la moindre des choses. Et deuxièmement, c'était une façon donc une sécurité et une façon de passer inaperçu, parce que dans la guerre, évidemment, il y a des moments très dangereux. Donc c'est pas la peine d'aider, de devenir encore plus dangereux, d'aider tout le monde en montrant que je ne suis pas une femme locale. Donc, si vous voulez, je n'ai jamais caché à quiconque que j'étais journaliste, où que je sois, parce que je suis une femme franche. Mais je ne l'ai jamais affiché quand ce n'était pas nécessaire. Et donc, par exemple, si je marche dans la rue à Bagdad entre un point A et un point B, c'est pas nécessaire qu'on voit que je suis une occidentale. Donc, je m'habille comme une locale, comme Nina, avec une abaya, donc une tunique noire longue et voilée noire. En Tchétchénie, j'étais habillée comme une femme locale aussi. Je me rappelle très bien quand j'ai été acheter une jupe que j'ai encore, une jupe longue noire, qui était trop grande pour moi, je me souviens, il fallait que je mette une ceinture, en drap noir très lourde, mais de très bonne qualité, qui descendait jusqu'aux chevilles. Et je mettais mon foulard, bien sûr, à la tchétchène, c'est-à-dire plutôt en bandeau. Et c'est pas du tout la même chose, ni au Tadjikistan, ni en Afghanistan, ni ailleurs. Chaque pays a sa façon les femmes ont leur façon de se voiler. Et moi, mon rôle, mais une fois de plus, ça n'est pas un effort pour moi, c'est un plaisir, c'est de m'adapter. Je suis un caméléon. Je m'adapte. Donc vous travaillez pour DST. Ah ben si je travaillais pour les services français, je ne vous le dirais pas. Mais bien sûr. Quel pays vous a provoqué beaucoup d'émotions, le plus d'émotions avec un grand E? C'est bien sûr... Pas peur, émotion. Non, mais dans les émotions, il y a la peur. Mais il y a aussi... Les émotions, c'est tout un panel d'émotions. Et même la peur, parfois, peut être positive, vous savez. Bien sûr. Parce que la peur est un signal et elle vous aide à réagir. Donc, moi, quand j'ai eu peur en Tchétchénie ou ailleurs, ça m'a aidé à ne pas mourir. J'ai eu aussi de la chance. Mais ça c'est autre chose, la chance. Mais le pays où j'ai eu le plus d'émotions, c'est évidemment la Russie. Mais je mettrais aussi l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan, j'ai eu beaucoup d'émotions aussi. Et des émotions très différentes des émotions russes. Bon, j'ai vécu moins longtemps en Afghanistan, mais en Afghanistan, il y a des émotions fortes dues au paysage, qui sont des paysages... d'une pureté inouïe, et comme des espèces de condensés de vie ou de violence. C'est un pays qui ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, les Soviétiques le savent bien.